Salut tout le monde, lundi 8 mars, bienvenue à cette nouvelle présentation de notre balado-diffusion sur la glace, un rendez-vous hebdomadaire qu'on enregistre tous les lundis. Le printemps s'en vient, dans 2 semaines, on va y être. Le soleil est là, les températures sont de plus en plus belles, de plus en plus chaudes. On annonce des 7-8 degrés cette semaine. Habituellement, on s'approcherait des séries éliminatoires là, au niveau de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Là, ça va peut-être être un petit peu retardé en raison de la situation du calendrier de cette année, mais bref, on s'en va dans la bonne direction. Les cas de COVID diminuent. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je sens qu'on va passer un moment agréable au cours des prochaines semaines. Je vais en profiter pour souhaiter une bonne journée à toutes les femmes. C'est la Journée internationale de la femme en ce 8 mars. Ça devrait être la journée des femmes tout le temps, là, mais en tout cas, c'est le cas aujourd'hui, alors on va le souligner. Particulièrement, il y a beaucoup de femmes qui travaillent impliquées dans le hockey, que ce soit au niveau de la Ligue américaine, le hockey junior, de plus en plus dans la Ligue nationale également. Alors, je vous salue bien bas. Beaucoup de choses à nouveau cette semaine. On va s'entretenir, entre autres, avec le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau. On va parler de la fin de la saison qui s'en vient. On va parler des séries éliminatoires, de la possibilité de voir ou non un tournoi de la Coupe Memorial. On va parler également de cette annonce qui a été faite par la Ligue de hockey junior majeur du Québec la semaine dernière avec l'Alliance Fondation de l'athlète d'excellence. Je pense que c'est une belle valeur ajoutée là, pour les athlètes étudiants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On ne parle pas souvent. On ne parle pas assez des fois du programme d'études là, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui a fait des pas de géant depuis les dernières années. On va s'entretenir également avec un entraîneur de la LHMQ très heureux, le vétéran Mario Durocher du Titan Acadie Batters, parce que finalement, demain, les équipes du Nouveau-Brunswick vont reprendre l'action après plus de trois mois et demi de pause. On va ressauter sur la patinoire pour un match, les Sea Dogs de Saint John qui vont affronter le Titan d'Acadie Batters, donc à compter de demain soir. Et il y a des matchs toute la semaine dans les Maritimes. C'est pause au Québec, mais il y a des matchs dans les Maritimes. Et bien sûr, comme c'est le cas chaque semaine, on va parler du Rocket de Laval et on va s'entretenir entre autres avec l'attaquant Alex Belzile. Alors, c'est un peu ça le menu du prochain 45-50 minutes, 1 heure. Ça dépend comment on file, hein, c'est toujours à peu près ça. Mais on a beaucoup de matériel. Alors, d'abord, parlons du Rocket. Ben, écoutez, résumer la semaine du Rocket, c'est assez simple. Il n'y a pas eu de match. Le dernier match du Rocket, il faut remonter au week-end passé. On vous l'avait dit, le Rocket a joué 8 matchs en 16 jours à domicile et là, bénéficiait d'une semaine de congé, mais reprend l'action ce soir à Ottawa. Premier match de la saison à l'étranger à Ottawa contre les Sénateurs de Belleville ce soir, à Ottawa contre les Sénateurs de Belleville également mercredi, à Toronto vendredi, avant de revenir au Centre Bell dimanche prochain, le 14 mars, un match qui sera d'ailleurs présenté sur les ondes de RDS à 19h, un match un dimanche soir, c'est quand même pas la coutume, mais ce sera le cas la semaine prochaine. Donc, 4 matchs pour le Rocket cette semaine. D'ailleurs, le Rocket amorce ce soir une séquence un peu folle de 13 matchs en 22 jours et 11 de ces 13 matchs-là vont être présentés à l'étranger. Alors, on va en parler avec Alex Belzile, qui nous a accordé une entrevue que j'ai réalisée hier en vue de vous la présenter aujourd'hui parce qu'évidemment, aujourd'hui, l'équipe est en déplacement pour le match de ce soir. Des nouvelles dans l'entourage du Rocket. On a accordé un essai amateur à 2 défenseurs québécois. Terence Amorosa, qui est un gars originaire de Kirkland, qui a passé par l'Université Clarkson, qui a joué dans la ECHL au cours des 2 dernières années. Alors, Terence Amorosa et Tristan Pomerleau, qu'on a bien connu dans la Ligue junior majeure du Québec avec les Tigres de Victoriaville pendant 5 ans. Un des rares joueurs dans l'histoire de la LHMQ qui a passé 5 saisons avec la même équipe. Et au cours des 3 dernières années, Pomerleau a joué pour l'Université du Nouveau-Brunswick. C'est un gars originaire de Rivière-du-Loup. Alors, 2 défenseurs qui s'amènent en renfort. On sait que du côté du Rocket, Xavier Ouellet et Laurent Dauphin ont été rappelés sur l'escouade de réserve du Canadien pour le voyage dans l'Ouest qui commence ce soir. Et au cours des prochains jours, également, le Rocket va accueillir Guillaume Brisebois, défenseur québécois, l'ancien du Titan Acadie Batters et des Islanders de Charlottetown, qui appartient aux Canucks de Vancouver. Et en raison de la situation qu'on vit cette année, les Canucks veulent avoir Brisebois en sol canadien si jamais on a besoin de le rappeler. Alors, comme l'équipe école des Canucks est à Utica, aux États-Unis, c'est pas évident de rappeler des joueurs, de les mettre en quarantaine 14 jours. On a vu la même situation lorsque le Moose du Manitoba est passé au Centre Bell
Il y avait deux joueurs qui appartenaient aux Canucks de Vancouver qui jouaient également pour le Moose du Manitoba, dont Tyler Graovac, là, un des meilleurs marqueurs du Moose depuis le début de la saison. Et également le gardien Arthur Silovs. Alors, c'est un peu un bon procédé là, que les équipes de la Ligue nationale font en cette année un peu spéciale. Donc, Guillaume Brisebois, à compter du 13 mars, pourra être en mesure d'aider le Rocket. Donc, on pourrait le voir à l'œuvre fondamentalement peut-être pour le match à RDS dimanche prochain lors du retour de l'équipe à domicile, mais il ne sera pas sur le voyage. Donc, grosse semaine, comme je le disais, pour le Rocket. On en a discuté avec l'attaquant Alex Belzile, un attaquant qui est revenu au jeu, qui a joué un match, là, le dernier de la séquence de 8 sur 16 à domicile. Voici l'entrevue dont on vous a préparé Alex Belzile du Rocket de Laval. Notre invité, c'est l'attaquant Alex Belzile du Rocket de Laval. Alex, je sais que tu as joué juste un match, là, mais le Rocket avait eu une grosse séquence de 8 matchs en 16 jours. On tombe au nerd pendant à peu près une semaine, puis là, on se rembarque 13 matchs en 22 jours, la plupart sur la route. C'est un peu rock'n'roll là, comme calendrier pour vous autres, là? Oui, c'est sûr, tu sais, avec l'horaire du COVID, là, c'est beaucoup des séquences de matchs. Je pense qu'un petit peu toutes les équipes ont une séquence à la maison qu'on joue moins, puis une séquence qu'on joue plus. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est pas facile de planifier l'horaire en conséquence, mais je pense que tu sais, on est tous des professionnels, puis il faut s'acclimater là-dedans. Puis si on regarde l'horaire national aussi, je pense que les horaires chargés. Puis cette année, c'est une année comme ça, puis il n'y a pas d'excuse, là, il faut être prêt à tous les matchs, là. Est-ce que pour toi, là, c'est 100%? Tu as eu le temps de jouer le dernier match avant cette pause-là. Là, tout est correct, quoi? Oui, exactement. J'aurais peut-être pu revenir un petit peu plus tôt, mais je voulais vraiment être patient. Puis, tu sais, dans le fond, avec le genre de blessure que j'ai eu, tu sais, je me suis dit, quand je vais revenir, il faut que ma tête soit prête aussi à revenir à 100%, puis pas avoir de doute. Puis, je pense que non, ça a super bien été ma première partie. J'ai essayé de garder ça simple. Puis, en plus, je savais que j'avais une semaine pour de pratique. Donc, moi, personnellement, ben, ça me faisait plaisir de pratiquer. Je sais que certains aiment ça beaucoup jouer, mais moi, de retrouver mes repères, je pense que c'était très important. Tu dis que tu as gardé ça simple dans le match que tu es revenu, mais tu as quand même trouvé le moyen d'être fatigué un petit peu pour l'autre équipe, là. Je pense que ça n'a pas été trop long qu'ils ont remarqué que tu étais là, là. Oui, exactement, mais tu sais, je pense qu'il faut que je reste à mon identité aussi. Je suis un gars qui est très intense, qui amène beaucoup d'énergie. J'ai gardé ça simple dans le sens que j'ai pas essayé de faire des jeux quand il n'y en avait pas. Je voulais vraiment. Tu sais, j'avais un gars comme Dauphin et puis Gemmo, qui sont des gars extrêmement rapides, donc j'essayais d'en profiter de leur rapidité, puis juste de faire des bons jeux avec la rondelle, de ne pas me compliquer la vie, là. Ça se passe comment avec le grand nombre de joueurs qu'il y a, là? Je sais que là, on a rappelé Laurent et Xavier pour le voyage du Canadien, mais il reste qu'il y a quand même beaucoup de monde dans l'entourage de l'équipe. C'est pas évident, les rotations. Tu sais, c'est comme je disais à la blague un petit peu plus tôt cette année, là, on n'est pas dans le Pee-Wee B, puis c'est chacun son tour, on joue. Tu sais, habituellement, ça se passe pas comme ça dans le professionnel. Non, c'est sûr que c'est une année qui est différente des autres. Tu sais, au début de l'année, je pense qu'on a eu quelques matchs qu'il fallait faire jouer des jeunes qui n'avaient pas le choix de jouer, puis les vétérans sautaient leur tour. Puis on trouvait ça ironique un petit peu. J'avais parlé avec les plus vieux de quand on était plus jeunes, c'était le contraire. Il fallait qu'on vraiment les jeunes qu'on mange des bouchées doubles pour prendre la place des vétérans. Puis là, c'était l'inverse. Donc je trouvais ça drôle un petit peu. Mais non, je pense qu'on est tous de bonne humeur là-dedans. Tu sais, on comprend la situation que des fois, c'est des situations hors de notre contrôle, puis on n'a pas le droit on n'a pas le choix de l'accepter. Fait que tant qu'à chialer et être négatif là-dedans, ça rend notre vie encore plus misérable. Donc, je pense que on comprend toute la situation, puis c'est pas une tâche facile pour Joël de tout planifier ça, mais je pense qu'avec l'aide de tout le monde, puis quand on a tout un bon mood, tout le monde ensemble, ben, ça rend les choses plus simples, puis tant qu'à faire de quoi, on va le faire dans la bonne humeur, là. Ligue américaine, on vit toujours pour le coup de téléphone, pour le rappel. Tu sais, tu l'as vécu l'été passé, tu as joué un peu avec le Canadien. Dans une conjoncture comme cette année, est-ce que c'est mieux pour toi, exemple, de rester toute la semaine ici puis de jouer ces matchs-là avec le Rocket cette semaine ou d'aller sur le Taxi Squad avec le Canadien puis de peut-être pas jouer comme on a rappelé? Tu sais, c'est comme un couteau à deux tranchants. Tu sais, tu veux être rappelé, tu veux être dans le professionnel, mais en même temps, si tu es en haut et tu joues pas, c'est pas mieux. Ah, ben, tu sais, premières affaires, moi, je vais faire qu'est-ce que le monde me dit de faire. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai juste joué un match cette saison. Donc, tu sais, ça me dérange vraiment pas de jouer des parties ici. Au contraire, je pense que pour ma situation en ce moment, il faut que je joue des matchs. En plus, l'année dernière, je me suis fait opérer au pectoraux. Donc, tu sais, j'ai pas tant joué que ça. Puis, tu sais, j'ai joué dans la bulle un petit peu, mais juste de reprendre mon air d'aller.
Je pense que ça va me faire du bien. Puis, au contraire aussi, si j'avais été appelé, ça ne me dérangerait pas. Je pense qu'on peut toujours s'en reprendre dans les pratiques. Donc, je pense pas qu'il y ait de mauvais côtés un et l'autre. Je pense que tout le monde a des situations différentes, mais c'est comment que tu réagis à ces situations-là qui te permet d'améliorer puis de continuer à en reprendre. Dans une saison normale, on regarde beaucoup le classement des équipes. On se dit, hey, on se bat pour les séries. Là, l'an passé, l'équipe est en train de remonter. Là, on ne sait même pas s'il va y avoir des séries éliminatoires. Est-ce que vous portez moins d'attention à ce que, par exemple, les Marlies font ou est-ce que Belleville fait ou Manitoba? Comment ça se passe au niveau? Est-ce que, on regarde le classement tous les jours quand même? Ou? C'est une bonne question. Premièrement, à chaque année, normalement, on vise vraiment les séries, mais en ce moment, on fait comme s'il va y avoir des séries. Je pense que le but aussi, en tant que joueur de hockey compétiteur, je pense qu'il y a personne qui aime se perdre aussi. Là, à toutes les fois qu'on embarque sur la glace, là, on veut gagner. Puis, ça fait 3 ans, c'est ma 3e année que je passe avec Laval. Puis, je pense qu'on a vraiment une bonne équipe cette année. Puis je me souviens la première année, les 2 premières années, Belleville, il y avait des gros clubs. Puis des fois, ils nous battaient, puis ils n'arrêtaient pas vers la 3e période. Donc, des fois, on a la mémoire longue. Puis si on peut, je pense que les deux premiers matchs qu'on a joués contre Belleville, on n'a pas arrêté, puis on a eu une chance de vraiment les battre. Donc, je pense que ça fait une belle rivalité avec tout le monde. Puis, oui, on les regarde un petit peu, puis personnellement, on se prépare comme s'il va y avoir des séries à la fin de l'année. Puis d'avoir une division canadienne, on revoit plusieurs les mêmes équipes. Donc, c'est une année différente, mais je pense que la motivation est toujours là. Comment vous vivez ça à l'interne quand vous voyez la situation cette année? Exemple, un bonhomme comme Guillaume Brisebois qui appartient à une autre équipe qui s'en vient jouer avec vous autres. On se dit, hey, habituellement, c'est notre rival, puis là, il faut le prendre dans notre équipe, puis il faut l'intégrer quand même en tant qu'équipe de hockey, de l'avoir un peu dans le système de l'équipe, même si dans le fond, puis on l'a vu aussi avec Winnipeg quand Gray Ovac était là, puis tout ça, il n'appartient pas à l'équipe. Est-ce que ça change quelque chose dans votre approche pour vous autres? Ou? Ah, ben, personnellement, moi, si on pense équipe, là, Guillaume Brisebois, c'est un très bon défenseur. Je pense que ça va nous aider. Peu importe, il vient de où, on est tous des professionnels. Puis, il faut laisser notre ego de côté dans un sens. Puis, qu'est-ce qui est mieux pour aider l'équipe, on va le prendre. Puis, j'ai eu la chance j'ai déjà joué avec son frère Mathieu. Puis, je connais bien Guillaume aussi. J'ai déjà fait quelques tournois d'été avec. Puis, c'est un excellent défenseur. Donc, nous autres, on l'accueille à bras ouverts. Puis, tout pour aider l'équipe. Parce que, si l'équipe on gagne puis on a des bonnes performances tout ensemble, ben, indirectement, individuellement, ça va nous faire mieux paraître aussi. Donc, je pense que c'est un gagnant d'avoir un autre bon joueur dans notre équipe. Là. Ben, écoute, Alex, merci d'avoir pris le temps. Bonne chance pour cette semaine. Repose-toi bien parce que les matchs vont venir vite. Puis on se retrouve à RDS dimanche prochain là, pour notre prochain match sur nos ondes. Merci beaucoup. Yes, merci beaucoup, Stéphane. Bonne journée. Merci. Salut. Alors voilà, Alex Belzile du Rocket de Laval qui sera en uniforme ce soir contre, comme je le mentionnais, les Sénateurs de Belleville, un match qui sera présenté à Ottawa. Peut-être jeter un coup d'œil sur le classement là, de cette division canadienne de la Ligue américaine cette année. Stockton, le Heat de Stockton, le club école des Flames de Calgary, qui joue à Calgary cette année. Après avoir amorcé sa saison avec 2 défaites, le Heat vient de gagner ses 5 derniers matchs. Donc, au premier rang de la section Nord, 5 victoires, 2 défaites. Laval, 5 victoires, 2 défaites, 1 défaite en bris d'égalité. Toronto et Manitoba ont déjà 12 matchs de jouer. Les deux se retrouvent avec une fiche de 6 victoires, 6 défaites. Et ce sont les Sénateurs de Belleville qui ferment la marche avec une seule victoire en 7 matchs. Une victoire qui a justement été acquise contre le Rocket lors de la séquence à domicile, la séquence de 4 matchs. Laval qui joue contre Belleville ce soir, on le mentionnait. Stockton joue contre le Manitoba. Cooper Marody des Condors de Bakersfield est le joueur de la semaine dans la Ligue américaine. 3 matchs, 5 buts, 3 passes pour 8 points. Voilà donc qui clôt un peu notre segment sur la Ligue américaine. Mais on a beaucoup de choses encore à parler, notamment des environnements protégés de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Premièrement, je veux souligner que depuis mardi dernier, mardi le 2 mars, les recruteurs sont de nouveau admis dans les amphithéâtres de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors ça, évidemment, ça va aider la cause des joueurs, surtout ceux qui sont admissibles à la séance de sélection de la Ligue nationale cette année. Les journalistes sont admis aussi, ceux qui sont en zone orange, évidemment. Là, on ne parle pas de ceux qui sont en zone rouge, comme moi ici.
Mais bon, les 3 environnements protégés ont pris fin hier soir à Rimouski, Chicoutimi et Gatineau. À Rimouski, les Foreurs de Val-d'Or ont été les meilleurs au cours des 6 derniers matchs. 5 victoires, une défaite, 10 points. Drummondville est allé chercher 8 points. Une seule défaite en temps régulier, 2 défaites en bris d'égalité. L'Armada, ça a moins bien été, 2 victoires seulement en 6 matchs pour 5 points. L'Océanique est allé chercher 2 victoires, dont une victoire importante contre les Foreurs de Val-d'Or. C'est l'Océanique qui a mis un terme à la séquence de victoires des Foreurs. On a arrêté ça à 10, une victoire de 2-1. Comme quoi, un soir donné, une équipe en reconstruction plus jeune peut battre la meilleure équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. À Chicoutimi, les Saguenayens et les Cataractes se sont divisés les honneurs. 5 victoires et une défaite, 10 points chacun. Les Remparts ont été chercher 2 victoires en 6 matchs pour 5 points. Le Drakkar de Bécomo a été blanchi en 6 rencontres. Aucune victoire, 6 défaites. Et à Gatineau, les Olympiques ont été tout feu, tout flamme sur la glace du complexe Branchot-Brière. 5 victoires, une défaite hier soir en bris d'égalité contre Sherbrooke. On était tout près là, pour les Olympiques d'un parcours parfait. Donc, on est allé quand même chercher 11 points. Les Tigres de Victoriaville, 4 victoires, 2 défaites. Le Phoenix, 2 victoires, 4 défaites. Et les Huskies n'ont gagné qu'un seul match sur 6. Ils ont été chercher 3 points. Le retour au jeu cette semaine pour les équipes du Nouveau-Brunswick, ça va vraiment faire du bien. Au moral de ces 3 formations-là qui n'ont pas joué depuis la mi-novembre. C'est quand même pas rien là, quand on pense à ça. 3 mois et demi sans jouer, on va reprendre. Le Titan et les Wildcats. Le Titan et les Sea Dogs ont 15 matchs de jouer. Les Wildcats ont seulement 13 matchs de jouer. Alors, on a du rattrapage à faire. Et c'est ce qu'on va faire à compter de demain. Il y aura des matchs mardi, donc jeudi, samedi et dimanche dans les Maritimes. Et bonne nouvelle, on pensait que la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard étaient pour être sur pause, peut-être pour une partie du mois de mars, mais on va pouvoir reprendre les activités demain aussi. Donc, cette semaine, dans la LHMQ, il n'y aura pas de match au Québec. Il n'y aura que des matchs dans les Maritimes. La prochaine bulle de la Ligue de hockey junior major du Québec, les prochains environnements protégés vont s'amorcer le 19 mars, donc dans une dizaine de jours. Il y aura des matchs à Val-d'Or, à Victoriaville, à Drummondville et à Sherbrooke. On aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Pour parler justement du retour au jeu dans les Maritimes, j'ai pensé faire un brin de jasette avec le vétéran entraîneur Mario Durocher du Titan d'Acadie Batters. Mario qui trépigne à l'idée de voir finalement son équipe, le Titan, qui connaissait un excellent début de saison, retourner sur la patinoire du centre Casey Irving. Donc voici cet entretien avec le vétéran entraîneur de la LHM. Et Mario Durocher, entraîneur-chef du Titan d'Acadie Batters. Mario, je pense que ça va être facile de dire que vous devez avoir hâte à demain soir. Là. Je pense que ça fait depuis quoi, le 20 novembre, vous n'avez pas joué un match. C'est affreux. Là. C'est 3 mois et demi. Là. Écoute, ça n'a pas été un moment très, très facile pour tout le monde, je pense. Juste nous autres, le coaching staff, il faut qu'on prépare les gars en fonction de. C'est sûr qu'on était un mois qu'on était avant Noël, parce qu'on a été out, on a eu une autre quarantaine à faire. Fait que ça, les joueurs, mais tout le monde avait hâte de revenir. Puis la situation qui est difficile pour nous à Batters, c'est que je pense qu'on a respecté toutes les choses de la COVID qu'on avait à faire. Il n'y a eu pas de cas. Depuis le 30 mars, il y a eu, de l'année passée, il y a eu 30 cas, 27 cas, je pense. Puis on nous ont mis en zone orange, puis tout le kit, qu'on a fait tous les protocoles qu'il y avait à faire. Fait que ça, c'est le côté qui n'est pas facile. Puis on a géré des jeunes de 16 à 20 ans qui ont que c'est pas facile. On a réussi à garder l'école. Je pense que l'organisation du Titan d'Acadie Batters a fait tout un travail là, pour permettre aux joueurs de continuer à s'entraîner. C'est sûr que l'entraînement, on est obligé de les coachs de changer un peu la stratégie. On a fait un petit peu moins de temps sur la patinoire, 1 heure par jour, avec plus d'intensité, puis un peu plus de gym pour garder la forme. On a essayé de varier. Puis 1 fois par semaine, on faisait un scrimmage aussi contrôlé pour qu'on pratique l'avantage numérique. Puis je pense que ce qui était le plus dur, c'est de garder l'aspect contact. C'est ça qui me fait peur un peu pour demain. Mais l'autre chose, c'est que les 2 autres clubs du Nouveau-Brunswick n'auront pas joué aussi. Là. Puis si tu regardes de façon générale, je pense que ça a été plus dur pour mes joueurs de 20 ans. Eux autres, ils voient le temps s'écouler, puis leur dernière chance. Ça a été, j'ai senti qu'eux autres, pas qu'ils étaient plus réticents, mais qu'ils avaient de la misère à se concentrer, à comparer à nos plus jeunes qu'eux autres. Regarde, il me reste encore, j'ai 16, 17, 18 ans, il me reste encore 1 an ou 2 ou 3 ans dans le junior majeur, je vais pouvoir me reprendre. Mais je pense que les 20 ans, avec la fin de l'année passée, plus cette année qui a été
difficile. On va juste espérer qu'on va pouvoir, demain, ça va être un gros boom d'énergie, je pense, mais on sait ce qui nous attend aussi. C'est là-dessus qu'on a essayé de focusser les joueurs on va jouer 60 games jusqu'au 15 mai. C'est quoi on est encore on n'a pas encore la bulle atlantique, mais que la bulle atlantique parte, on va jouer contre les autres clubs de la Nouvelle-Écosse et du Prince-Édouard. Puis là, on va avoir un horaire de fou pour finir. Il ne faut pas oublier qu'on a des jeunes de 16 à 20 ans. Ça risque d'être difficile, mais on a essayé de les préparer pour ça. Là. Je pense que c'est assez évident, Mario, qu'il n'y aura pas 60 matchs cette année. L'équipe qui a joué le plus de matchs, je pense que les Huskies ont 34 matchs de jouer. Vous en avez 15. Moncton en a 13. Je pense que si on arrive à jouer 30-35 matchs pour tout le monde, ça va déjà être un bel exploit si on compare à ce qui se fait en Ontario et dans l'Ouest. On va espérer. On va suivre. Nous, on est un peu... c'est ma job, c'est de m'assurer que mes joueurs soient prêts puis gardent le focus. Puis on a le protocole du COVID. Au niveau de la Légion majeure du Québec, au niveau de santé publique Nouveau-Brunswick. C'est beaucoup de choses à respecter. On est content d'avoir un green light là, pour commencer cette semaine. Mario, tu as beaucoup parlé de tes joueurs depuis tantôt. Tu as parlé de tes joueurs de 20 ans. Toi, personnellement, qui aime ça être en arrière d'un banc, qui aime ça coacher, toi, comment tu le vis, tout ça? Le début a été pas si pire. Retourné chez nous avant les fêtes, on avait quand même joué 15 matchs. On était quasiment les seuls clubs au Nouveau-Brunswick dans la Ligue qui avaient joué beaucoup, les clubs des Maritimes. Ça a été possible. Quand on est revenu une autre quarantaine, moi, je suis revenu juste après Noël pour être arrivé avant faire ma quarantaine avant celle des joueurs, pour pouvoir leur donner un coup de main lorsqu'ils arrivaient. Ça a été possible. On est embarqué sur la glace tout de suite. On était en zone orange, batters. On a pu commencer à pratiquer, je pense, avant St. John's puis Moncton. Ça a été bon. Mais c'est après ça là, que ça s'est éternisé. Puis que là, écoute, pour moi, ça a été... C'est une nouvelle façon. Moi, j'aime ça enseigner, j'aime ça avoir des entraînements des fois un petit peu plus longs pour pouvoir prendre le temps de voir les choses. Puis, là, je voyais que les gars, là, ils trouvaient ça un petit... Fait que j'ai été obligé de m'ajuster, de faire des entraînements d'1 heure, un peu plus. Je pense que c'est la nouvelle méthode aussi. Les joueurs aiment ça. Mais je pense encore, moi, qu'au niveau junior, les gars sont en apprentissage. Il faut prendre le temps de faire les corrections, que pas juste faire des flow drills. C'est sûr qu'ils aiment ça. Mais c'est comme du 1 contre 1. C'est une facette de la game que j'aime bien gros. Je pense qu'ils font partie de la base du hockey. Bon, mais si tu en fais trop, si tu as des blessures, quoi que ce soit. Fait que je pense qu'il y a une adaptation à faire. Puis, on a parlé avec les joueurs, on a parlé avec nos capitaines, assistants capitaines, puis nos leaders, puis le coaching staff. Puis on est venu à faire une entente, on peut dire, entre nous autres pour être sûr que l'effort soit là en tout temps, que ce soit autant dans le gym que sur la patinoire. Il y a eu une adaptation à faire là, puis c'est sûr qu'on aime ça préparer des matchs, on aime ça voir qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est évaluer. Moi, c'est une évaluation la première semaine, puis les 2 premières semaines, voir comment les gars vont avoir réagi par rapport à l'entraînement qu'on a fait. Fait que ça va être une lecture aussi qui va être différente. Mais tu sais, une partie de hockey, tu veux voir les points forts, les points faibles de ton équipe, puis les retravailler tout de suite après le plus vite possible. Fait que ça va être. Ça, c'est le côté qui nous manquait, là, même pour nous autres, les coachs. On s'entretient avec Mario Durocher du Titan d'Acadie Batters. Mario, ça fait tellement longtemps, les gens l'ont peut-être oublié, mais vous avez eu tout un début de saison. Pas de défaite à la régulière dans les 9 premiers matchs. Puis quand ça s'est arrêté, vous aviez quand même une fiche de 9-4-2. Le Titan, c'est une bonne formation cette année encore, selon toi? Là? Écoute, on a un club jeune. On a un club très jeune. Nos meilleurs joueurs ont 17 ans. Mais ce que j'aime, c'est qu'on a un bon mélange. On a des bons vétérans, des vétérans de qualité autant sur la glace qu'à l'extérieur de la glace. Mais tu sais, je pense que Sylvain a fait tout un travail. Là. On est allé chercher 3 joueurs qu'on a ajoutés à notre formation du temps des fêtes. C'est des éléments qui nous manquaient. C'est sûr que Yann Benard, ce n'est pas un ajout, mais on est tellement content de le voir. C'est un grand bonhomme. On a eu de la misère depuis le mois d'août qu'on essaie de le faire venir. Puis avec le championnat du monde, on a réussi à le rentrer. Il nous manque toujours Iris Brents, puis on pense qu'il faut mettre une croix pour lui pour cette année. Mais c'est c'est 2 éléments de 18 ans. Je pense que tu as un gardien. On a eu des difficultés durant le camp d'entraînement. Puis on a trouvé des bons gardiens pour nous aider à faire. Mais Yann Benard, c'est celui qu'on attendait. On est allé chercher Jackson Bellamy. Je pense que c'est un défenseur de 19 ans. Notre brigade défensive est très jeune. On avait seulement qu'Adam McCormick à 20 ans. Après ça, on tombait des défenseurs de 18. Fait que Jackson, c'est un gars de 19 ans. C'est ce qu'on avait besoin comme expérience. C'est pour ça qu'on espérait qu'Harris rentre aussi. Puis là, on aurait été encore plus complet. Mais l'addition de Jackson, je pense que c'est un gars qui joue dans les 2 sens. C'est tout un lancé.
Puis il y a une possibilité qu'ils reviennent, on va dire une grosse possibilité qu'ils reviennent comme joueur de 20 ans pour nous l'année prochaine. Fait que notre corps défensif est jeune, mais on a de l'expérience. Puis Jacob Melançon, ben, c'est une belle surprise. Écoute, c'est un gars qui peut jouer dans le top 6, puis c'est un gars qui peut jouer offensivement, défensivement, qui peut bloquer des shots, qui a un excellent lancer, qui amène l'aspect physique à notre game. Fait que ce qu'on est allé chercher, on n'a pas fait une tonne de transactions, mais c'est des éléments qu'on avait besoin avec l'équipe qu'on avait. Parce que je pense que le Titan a un bon club cette année, bien balancé, mais je pense que le futur est aussi intéressant là, pour les 2 prochaines années. As-tu passé plein de temps en pandémie à regarder ce que les autres équipes faisaient? Je veux dire, regarder les matchs d'abord de ta division ou même jeter un œil à ce que Val-d'Or, Victoriaville, les meilleures équipes au Québec font? Hein? Définitivement. Ce que j'ai surtout regardé, c'était les matchs de des Maritimes, là, de Prince-Édouard, Halifax puis le Cap-Breton. Mais tu sais, je ne vais pas te cacher que c'est un soir qu'il y avait Val-d'Or, Boisbriand, ils ont joué plusieurs fois l'un contre l'autre, que j'ai pris le temps de regarder ces matchs-là. Quand tu compares ton équipe avec ce que tu vois, est-ce que tu penses que vous êtes capable de rivaliser avec ces équipes-là ou c'est encore peut-être un petit peu trop jeune? C'est sûr qu'on est jeune, mais j'ai des gros bonhommes. On a une équipe qui est capable d'être physique. Tu sais, notre premier test, Saint-Jean a un bon club talentueux, qui sont jeunes aussi, fait que ça va être un bon test là. L'île du Prince-Édouard, c'est l'attitude. Ils sont tout le temps, sur la job. Ça va être un challenge. Le challenge, c'est de sortir de notre division. L'expérience des playoffs va être super important pour notre club. Mais moi, je pense qu'on va rester low profile et on va essayer de causer des surprises. Puis de ne pas savoir ce que la fin de saison va être. Est-ce que ça dérange toi? Est-ce que ça dérange les joueurs? T'sais, on ne sait pas les séries, comment ça va se passer. Va-tu avoir une Coupe Memorial? C'est rien d'évident non plus. Là, écoute, on a été 3 mois et demi arrêtés. Ouais. Juste le fait de revenir, puis si on peut jouer, si on peut se rendre à 35, 40, 45, puis on verra. Moi, j'ai tout le temps des choses qu'on ne contrôle pas. Puis ça, mais on ne peut pas rien faire. Puis ça, c'est ce que j'essaie de rentrer. Tu sais, sur la glace, là, pour les joueurs, là, la seule chose qu'ils contrôlent, c'est quand on donne une tape dans le dos et qu'ils embarquent sur la glace. Il y a bien des affaires alentour qu'on ne contrôle pas. Puis là, c'est encore plus, c'est pas entre nos mains à nous. Fait qu'on va tout simplement s'adapter aux circonstances. On fait confiance à la Ligue, on fait tout un travail. La Ligue junior du Québec a fait tout un travail depuis le début pour pouvoir permettre des matchs. On est quand même privilégié à ce niveau-là. Fait qu'on va prendre tout ce qu'il y a. Je pense que en ayant un club jeune, c'est sûr que c'est difficile pour mes 3-20 ans parce que c'est le last call, c'est leur dernier tour de piste. Mais pour les autres, en ayant un club jeune, on le voit la différence, l'attitude des autres, ils voient le futur. Puis on a une bonne équipe pour le futur aussi. Fait qu'on sauf que je veux vraiment mettre l'emphase, c'est présentement, ce qu'on contrôle, c'est lorsqu'on va embarquer sur la glace. C'est pour ça qu'on a hâte que demain arrive. Demain soir, donc, le retour des équipes du Nouveau-Brunswick dans la Ligue junior majeure du Québec. Mario, bonne chance pour la fin de la saison. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci beaucoup, Stéphane. Bonne journée. Alors voilà donc cet entretien qu'on a eu un petit peu plus tôt aujourd'hui avec l'entraîneur-chef Mario Durocher. C'est vrai que le Titan avait un bon début de saison. 9 premiers matchs, aucune défaite en temps réglementaire. Et on attendait toujours ce fameux Yann Bednar qu'on a bien hâte de voir, là, qui a été le deuxième choix au total de l'encan des joueurs européens. Il faut remonter à l'été dernier. Et là, finalement, il risque de jouer des premiers matchs demain et cette semaine, en fait, en mars. Alors, ça aurait été une longue attente pour l'arrivée de ce gardien de but, Yann Bednar, qui était avec la République tchèque lors du Mondial junior, mais qui a agi comme troisième gardien. Il appartient aux Red Wings de Détroit. Donc, le Titan d'Acadie Batters, quelques acquisitions également, comme le mentionnait Mario. Les autres équipes des Maritimes aussi ont fait des acquisitions, les Sea Dogs de Saint-John notamment. On se sont renforcés avec l'avenue du gardien Zachary Aymon, pour ne nommer que lui, qui n'a pas joué, lui, depuis son départ d'avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Alors, pour eux, là, c'est presque une deuxième saison qui commence. Écoute, 3 mois et demi sans jouer, c'est quand même très long. Xavier Cormier de l'Océanique de Rimouski a été choisi joueur par excellence de la dernière semaine. L'Océanique a joué 5 matchs. C'est rare qu'on joue 5 matchs dans une semaine. On sait qu'on avait remis des matchs de dimanche à lundi. Alors, on a joué lundi, mardi, jeudi, samedi et dimanche. 3 buts et 7 passes pour 10 points pour cet ancien des Cataractes de Shawinigan qui a été acquis par l'Océanique de Rimouski. Mentionné également dans la Ligue de l'Ouest, on est en marche là, depuis 2 week-ends dans une seule des 4 sections.
les équipes de l'Alberta qui jouent présentement et ça a permis à Dylan Gunter, un des excellents espoirs pour la séance de sélection de 2021, d'amorcer finalement sa saison sur des chapeaux de roue. 10 points en 4 matchs avec les Oil Kings d'Edmonton. Alors, je voulais le souligner. Mario Durocher en a effleuré le sujet un peu. On ne sait pas exactement combien de matchs on va jouer d'ici la fin de la saison. On ne sait pas s'il va y avoir une Coupe Memorial. Les séries éliminatoires, on a une idée du format, mais on ne connaît pas exactement la longueur. Vous savez quoi? C'était plein de questions que j'avais pour le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, qui incidemment a célébré ses 35 ans à la tête de la LHJMQ le mois dernier. Petit coup de fil, petit coup de zoom, on va appeler ça comme ça maintenant, avec le commissaire du circuit. Écoutez bien cette entrevue, puis il y aura des réponses à plusieurs questions là, pour la suite des choses avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Voici le commissaire Gilles Courteau. Invité le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau. Gilles, premièrement, merci d'être là. J'ai envie, avant qu'on aille plus loin, là, est-ce que c'est une des saisons les plus difficiles en tant que commissaire là, avec tout ce que vous vivez présentement? Aucun doute. C'est certain que c'est le mot difficile, c'est une saison avec beaucoup de défis, beaucoup de challenges que l'on a parce que c'est une situation qui évolue quotidiennement avec la pandémie. Là, dans le moment, depuis, je dirais, un mois et demi, on le vit davantage avec la division des Maritimes. Au Québec, la division du Québec, on a pris un certain beat là, avec nos environnements protégés, puis ça va extrêmement bien, puis nos clubs sont disciplinés, puis il n'y a pas d'éclosion de quelque nature que ce soit. Ça, c'est très bon, mais c'est certain que c'est une saison extrêmement éprouvante. C'est beaucoup de challenges à cet effet-là pour qu'on soit capable de jouer. Et je ne sais pas combien de fois qu'on a procédé à des changements de calendrier puis des reports de matchs, ces choses-là, mais il faut faire avec. D'avoir passé le cap des 200 matchs joués là, le week-end dernier, dans le fond, là, il y a une dizaine de jours, je participais à une émission de radio à Toronto, puis on faisait l'éloge justement que la LHJMQ avait été, dans le fond, proactive, puis tout ça, puis l'Ouest, 8 matchs de jouer au moment où on se parle, l'Ontario n'a pas commencé encore, c'est tout un accomplissement. Oui, on a été, nous autres, de notre côté, on a été chanceux, c'est-à-dire que dès qu'on est arrivé au mois de mars, puis que on a eu l'annulation de la balance de la saison. Puis après ça, les séries puis la Coupe Memorial. Tout de suite, on s'est mis en mode de dire OK, il faut se préparer pour la saison prochaine. Puis il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable de revenir au jeu. Parce que moi, j'avais une anticipation que partout dans le monde, il y aurait des reprises d'activité. Je ne sais pas ça pourrait être de quel niveau, mais j'avais cette crainte-là qu'il y aurait une reprise d'activité. Puis je disais, on est mieux d'en profiter et de ne pas avoir à perdre des joueurs qui iraient jouer en Europe ou aux États-Unis, chose que l'Ontario et l'Ouest ont subi en très grand nombre. Puis on a été chanceux. On a commencé à parler, Stéphane, de la première province qui est considérée comme étant la plus difficile à parler avec, qui était la province du Nouveau-Brunswick, parce qu'ils avaient fermé la frontière, ils étaient extrêmement strict. On a parlé avec eux autres. Ils ont accepté le protocole de retour au jeu, puis ils nous ont donné le feu vert. Ça nous a aidé beaucoup, cette province-là. Après ça, la Nouvelle-Écosse puis l'île du Prince-Édouard ont embarqué. Fait que ça a été un bon levier pour nous autres. Puis quand on est arrivé au Québec après, bien là, on a fait les négociations avec les résultats qu'on connaît, mais qu'on a commencé notre saison en octobre dernier. Quand tu regardes la façon dont ça se passe présentement, on peut espérer combien de matchs à peu près par saison? Je parlais dans l'émission, je vais parler avec Mario Durocher du Stade Acadie Batters qui ont 15 matchs de jouer. Ils vont avoir joué combien de matchs quand ça va se terminer cette année? Puis on va aller, c'est quoi, le Rouyn-Noranda, 34 matchs de jouer, ça va aller à quoi? 40, 42, quoi? Tout va dépendre, Stéphane, de la décision qu'on va prendre au niveau de la Ligue canadienne au regard de la Coupe Memorial. Dès qu'on va statuer sur la Coupe Memorial, advenant le cas où il y a une Coupe Memorial puis elle va se disputer au mois de juin,
on va être capable de déterminer la fin de notre calendrier régulier, le format des séries. S'il n'y a pas de Coupe Memorial, on va être en mesure de pouvoir déterminer la fin du calendrier régulier qui pourrait être plus tard que ce qu'on avait prévu originalement. Puis après ça, on fera un format de série. Fait que pour moi, aujourd'hui, de donner un chiffre sur le nombre de matchs que nos équipes pourront jouer, je vais être en mesure de donner une réponse plus précise quand on connaîtra le statut de la Coupe Memorial. Puis ça, on va connaître ça quand? Puis si tu avais évalué les chances qu'il y ait une Coupe Memorial? On va connaître ça dans la semaine du 15 mars. Très prochainement, la semaine prochaine, au cours de la semaine prochaine, on va être en mesure de connaître. La Ligue de l'Ontario va avoir une réponse sur sa demande de retour au jeu ou pas. S'ils reviennent au jeu, après ça, est-ce qu'ils vont être en mesure de déterminer un champion de saison, comme la Ligue de l'Ouest va avoir la même question à se poser? Nous, c'est sûr qu'on va avoir un champion de saison. Puis par la suite, sur quel format le tournoi se jouerait, puis est-ce qu'on va accepter de jouer un tournoi de Coupe Memorial sans spectateurs, si c'est le cas en Ontario. Tous ces éléments-là vont être répondus aux questions la semaine prochaine quand on connaîtra la position du gouvernement et de la Ligue de l'Ontario. L'Ouest a commencé, le Québec joue. Si jamais l'Ontario ne joue pas, est-ce qu'une Coupe Memorial champion du Québec versus l'Ouest, ça pourrait être possible pour un an? Ou parce que si l'Ontario n'est pas là, on débarque du concept de la Coupe Memorial? Oui, si l'Ontario n'est pas là et que la Ligue de l'Ouest n'a pas de champion, il n'y aura pas de Coupe Memorial à deux ligues. Mais si l'Ouest a un champion puis le Québec a un champion, non? Non, il n'y aura pas de Coupe Memorial à deux ligues, non. C'était comme ça dans le temps, là, quand on remonte. On avait, à l'époque, là, Stéphane, c'est que tu avais l'Est qui jouait un contre l'autre, l'Ontario avec le Québec. Puis après ça, le champion allait jouer contre l'Ouest. Mais ça n'arrivera pas, ça, cette année. OK, parfait. Le 3 mars dernier, Gilles, vous avez annoncé une alliance avec la Fondation de l'athlète d'excellence qui parle beaucoup des études. Des fois, on mentionne que c'est un sujet qui n'est pas assez connu, puis tout ça. C'est un bel ajout là, pour les joueurs de la Ligue junior majeure du Québec, cette alliance-là. Là. Oui, c'est un très bel ajout, Stéphane, parce que dans le moment, on ajoute des éléments d'orientation additionnels à nos joueurs de hockey. On leur donne des outils de plus quand ils vont terminer leur stage junior pour pouvoir bénéficier d'un encadrement encore plus approfondi, dans leur orientation pour leur choix final sur les cours universitaires ou professionnels qu'ils vont prendre parce qu'on a différents niveaux de bourse d'études. Deuxièmement, ils vont bénéficier également d'entrées extraordinaires pour avoir des stages de travail lorsqu'ils auront terminé. Alors ça, tu sais, quand tu es associé avec la fondation de la famille Molson, c'est pas rien. Pendant que le joueur va être à l'université, c'est la Fédération des athlètes étudiants du Québec qui vont offrir des services d'orientation et tout ça. Mais tous nos joueurs vont être en mesure de bénéficier, peu importe l'université que tu vas fréquenter, de l'aide que la Fondation de la famille Molson va être en mesure d'offrir par des ressources qu'ils vont avoir pour nos différents joueurs. Il va y avoir du mentorat qui va se donner pour les étudiants. Il y a un éventail de services qui va être communiqué à nos joueurs lorsqu'ils auront terminé leur stage junior ou décidé de reprendre les études à la fin de leur stage junior. Fait que ça ajoute à l'offre qui est déjà bonne avec les bourses d'études que vous avez, dans le fond, pour convaincre les joueurs de venir jouer dans la LHJMQ. Oui, c'est ça. Ça ajoute à ça. C'est un élément additionnel qui est d'une valeur extraordinaire sur l'encadrement de notre joueur de hockey qui va lui permettre d'avoir tous les outils nécessaires pour s'orienter adéquatement et également pendant ses cours universitaires ou professionnels, il va pouvoir bénéficier de ressources également aux besoins pour le guider, le préparer au marché du travail, puis également avoir des bons conseils ou des bons contacts pour aller effectuer des stages par la suite. Est-ce que ça te fait sourire un peu quand Dominique Ducharme a été nommé par intérim comme entraîneur-chef du Canadien? Il y a des intérims qui durent longtemps, des fois. Là, ça. C'est ça, j'ai envoyé un message texte pour le féliciter, puis je lui ai dit écoute, stresse-toi pas avec ton intérim. J'ai été nommé comme ça par intérim il y a 35 ans, fait que je suis toujours en poste. Fait que lui, il me dit, je
je me stresse pas avec l'intérim, mais il y a une chose qui est sûre et certaine, mon objectif, c'est pas de coacher pendant 35 ans. C'est évident. Hey Gilles, c'est la journée de la femme aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec depuis longtemps. Travaillent dans l'ombre des fois, mais c'est important de souligner ça aujourd'hui. Je ne veux pas partir un grand débat là-dessus, mais je sais que tu as des employés, Francine, entre autres, qui est là depuis tellement longtemps, qui jouent des rôles importants pour toi et pour la LHJMQ. Oui, effectivement, on parle de Francine Lachance et le monde ne réalise peut-être pas ça à l'interne, les gens le savent, là, mais c'est Francine Lachance qui décide si Stéphane Leroux peut évoluer pour le titan Acadie batteur ce soir ou pas. J'ai pas de talent, il n'y a pas de danger. C'est ça, mais c'est un exemple parce que c'est le premier nom qui est venu en tête. C'est elle qui décide l'éligibilité des joueurs au niveau de la Ligue. Elle a fait, écoute, un progrès extraordinaire. Là. Je m'en souviens quand je l'avais passé en entrevue, elle m'avait demandé si le hockey, considérant que le hockey, ça se jouait le soir, est-ce que le poste que je lui offrais, c'est pour travailler le soir tout le temps? Mais c'est quelqu'un qui s'est bâti au fil des années, qui est devenu un rouage important. Natacha Lorenz, qui est responsable du programme d'aide aux joueurs, notre programme antidopage, également une très, très bonne personne ressource pour non seulement les joueurs, mais également tout le personnel des équipes. À cet effet-là. Valérie Monette qui fait un travail extraordinaire avec le suivi des boursiers. Claude Benoît qui est en aide avec Carl Jenke pour tout l'aspect marketing, le suivi de nos commanditaires. Et moi, j'ai mon maître à penser en Guylaine Gontier, mon adjointe, qui fait un très bon boulot également avec moi, avec les membres. À cet effet-là. Donc, ces personnes-là ont un rouage très important dans la Ligue junior majeure du Québec, sont très en évidence et surtout très respectés de par leur travail qu'ils effectuent. Il y a beaucoup de femmes maintenant qui travaillent avec les équipes derrière le banc, tu sais, les thérapeutes et tout ça. Je me souviens en 96, quand Granby a gagné, il y avait Jody qui était là, puis c'était pratiquement une extraterrestre. Puis aujourd'hui, bien, presque chaque équipe ont des femmes qui travaillent avec eux. Oui, et puis c'est un élément qui est très important. Parce que, on a eu des femmes on a des femmes qui occupent des postes importants au niveau de chacune des équipes. Il y en a qui sont très impliqués au niveau hockey, les thérapeutes et ces choses-là. Il ne faut pas oublier, nous, au niveau de la Ligue, on est la seule Ligue junior. Oui, avec l'Armada. Des femmes qui ont gardé les buts. On a eu également Daniel Sauvageau qui était entraîneur adjoint avec le Rocket de Montréal à l'époque. Alors, je pense qu'on a donné une bonne place aux femmes dans notre ligue. Puis aujourd'hui, bien, comme tu dis, c'est comme naturel de voir une dame qui occupe le poste de thérapeute. Puis tu ne seras pas loin le jour où on aura une autre femme qui sera parmi le personnel d'entraîneur ou à un autre poste. Vous avez une gouverneure aussi avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Oui, on a une gouverneure. On a eu deux femmes qui ont occupé le poste de gouverneur membre. On a eu Mme Fournel, qui était gouverneure à l'époque. Elle venait le matin quand on passait les finances, puis elle quittait à midi. Son mari arrivait l'après-midi, lui, pour le volet hockey. Puis on a Marie-Pierre Simard avec l'Armada. Écoute, Gilles, merci beaucoup. Là, je sais pas, comme on dit, je pense que les recruteurs, en tout cas, plusieurs m'ont écrit, sont contents d'être capables de retourner au match parce que je pense qu'ils étaient tannés de l'écran. Là. Puis j'ai hâte aussi de retourner, là, aussitôt que ça va se calmer un petit peu plus. Là, le printemps arrive, on s'en va dans la bonne direction. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et bonne continuité. Merci, Stéphane. Plein de choses à retenir de cet entretien avec le commissaire. Il n'y aura pas de Coupe Memorial si l'Ontario ne joue pas. Ça, c'est une chose assez claire parce qu'à un certain moment, on se disait, ouais, OK, si l'Ontario ne joue pas, mais qu'on a un champion dans l'Ouest, un champion du Québec, est-ce que pour un an, on pourrait disputer une Coupe Memorial sous un format différent, une série 2 de 3, 3 de 5 entre les deux champions pour donner quand même la Coupe Memorial? Alors, la décision va venir la semaine prochaine. Tout va dépendre de la santé publique de l'Ontario. Et un des problèmes qu'on vit en Ontario, ce sont les trois équipes basées aux États-Unis. Parce que dans l'Ouest, il y a des équipes aux États-Unis aussi, mais il y en a 5. Alors, on peut se faire une section américaine. C'est ce qui va arriver à compter du 19 mars. On va pouvoir jouer le Seattle, Tri-City, Portland, Everett. Ça peut fonctionner. Mais en Ontario, ils sont seulement que 3. Alors, est-ce qu'on peut, comme dans la Ligue américaine, s'affronter seulement ces 3 équipes-là, jouer ensemble et area, là, puis les équipes Flint et tout ça. Alors, c'est un petit peu plus difficile en Ontario présentement.
Puis on sait, comme le mentionnait aussi Gilles Courteau, il y a plusieurs joueurs qui appartiennent à des équipes de la Ligue d'Ontario qui se sont trouvés d'autres endroits pour jouer. C'est pas évident. Et ce qui est important à retenir aussi, c'est que le nombre de matchs qu'on va jouer au Québec va être influencé par cette décision-là. Parce que là, il y a un environnement protégé, comme je le disais, le prochain qui va commencer du 19 au 25 mars. Moi, je suis à peu près certain qu'il va en avoir un autre au début avril. Et après ça, s'il est pour avoir une Coupe Memorial à la fin juin, il va falloir arrêter la saison là, quelque part vers le 8, 9, 10 avril pour commencer des séries éliminatoires qui vont nous amener jusqu'à cette Coupe Memorial-là. Mais si la Coupe Memorial n'a pas lieu, du 15 au 27 juin, 17 au 27 juin, ben, ce 17 au 27 juin-là peut servir pour la Coupe du Président au Québec, de sorte qu'on va peut-être pouvoir rallonger la saison un petit peu, aller peut-être jusqu'à la 3e semaine d'avril avant de commencer des séries éliminatoires en sol LHJMQ. Plein de questions, évidemment. On y va presque au jour le jour. C'est un peu la mode de la saison 2020-2021, un peu partout, pas seulement au hockey, mais dans à peu près toutes les sphères d'actualité. Il faut que je vous parle de Cole Caulfield, évidemment. On ne peut pas passer une semaine sans parler de Cole Caulfield. Les Badgers de l'Université Wisconsin, son équipe, ont remporté le championnat de la saison régulière du Big Ten en fin de semaine. Ils ont signé 2 autres victoires contre Michigan State. Terminent la saison de 24 matchs avec 17 victoires, 6 défaites, 1 défaite en bris d'égalité. Et Cole Caulfield termine la saison avec 46 points en 24 matchs. Donc, c'est presque 2 points par match, qui est quand même excellent. 25 buts en 24 matchs pour Caulfield. C'est pas compliqué, il a participé à 50% des buts des Badgers cette saison. Les Badgers ont inscrit 92 buts, il a 46 points. La prochaine étape pour Caulfield, c'est un match de demi-finale lundi prochain en après-midi. Donc, lundi, le 15 mars, les Badgers vont affronter dans un match le gagnant de la quart de finale entre Penn State et Notre Dame. En principe, les Badgers sont favoris là, pour accéder à la finale du Big Ten qui aurait lieu la fin de semaine suivante. Et si on gagne cette fin de semaine-là, ben, on va se qualifier pour le fameux Frozen Four qui a lieu au début du mois d'avril. Si toutefois les Badgers devaient subir une défaite dans ce match-là la semaine prochaine, ben, la 2e saison universitaire de Cole Caulfield serait terminée. Et là, évidemment, il y aura la décision. Est-ce qu'on devient professionnel? Est-ce qu'on signe un contrat tout de suite? Est-ce qu'on s'amène avec le Rocket? Est-ce qu'on s'amène avec le Canadien? Il y aura évidemment la quarantaine à respecter parce qu'il va arriver des États-Unis. Une chose certaine, 2 autres buts en fin de semaine. Et si vous avez vu les images sur les médias sociaux lors des bulletins sportifs, encore une fois, il est capable d'enfiler l'aiguille dans pas grand. Il n'y a pas besoin de grand là, pour rentrer une rondelle dans le filet. Il a tout un tir. Je vous apprends rien. Alors, voilà donc pour Cole Caulfield. Faut en parler, c'est l'espoir numéro 1 là, de l'organisation du Canadien, parmi évidemment ceux qui ne sont pas à Laval ou à Montréal. Il a connu toute une saison, sa saison numéro 2, et il termine au premier rang des compteurs de toute la NCAA. Il est un candidat de choix pour le trophée O.B. Baker remis aux meilleurs joueurs des collèges américains. On va connaître ça aussi au cours des prochaines semaines. Donc, à surveiller cette semaine, je vous rappelle, 4 matchs du Rocket, 3 à l'étranger et dimanche prochain, le 14 mars, sur les ondes de RDS à 19h contre les Marlies de Toronto. Donc, on sera là, toute l'équipe de RDS pour le match du Rocket. Donc, 4 matchs du Rocket. Plus tranquille en sol québécois cette semaine. Il n'y a pas de match en sol québécois de la LHJMQ, mais il y a des matchs dans les maritimes avec notamment le retour des équipes du Nouveau-Brunswick. Et on surveille évidemment, le Canadien est dans l'Ouest cette semaine. Les matchs qui sont présentés tard à RDS. On va se coucher un petit peu plus tard cette semaine. Mais on va suivre l'évolution avec Dominique Ducharme à la barre de l'équipe, cet ancien entraîneur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Vous savez, quand le temps le permet, et c'est le cas cette semaine, j'aime ça rappeler certains éphémérides. Vous savez ce qui s'est passé dans l'histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec lors des dates. Un 8 mars, comme aujourd'hui, en 2013, les Olympiques de Gatineau l'avaient emporté 8-7 en prolongation contre les Foreurs de Val-d'Or. Vous allez dire, c'est banal. Non, les Olympiques tiraient de l'arrière 6-0 après 18 minutes de jeu et avaient réussi à renverser la vapeur pour l'emporter 8-7. Il y avait eu un match, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça fait pas très longtemps, c'est il y a 2 ans, le 8 mars, les Voltigeurs de Drummondville avaient emporté 2-1 au centre Marcel Dionne contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Ça stoppait à 25, la série de victoires des Huskies. Et 25, c'était le record de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.
qui appartenait aux Éperviers de Sorel. Alors, on avait égalé le record à Shawinigan 2 jours plus tôt, mais on avait perdu ce match-là contre les Voltigeurs de Drummondville, qui avaient toute une équipe également cette année-là, mais on se souvient qu'à la fin, ce sont les Huskies qui avaient remporté la victoire. Et au cours des prochains jours, on va célébrer notamment en 2004, demain, le 9 mars, Sidney Crosby qui avait obtenu son 126e point de la saison pour la Ligue pour sa saison recrue de 16 ans. Et c'était un record pour une recrue de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ça se passait un 9 mars en 2004. Et petit match aussi un petit peu spécial, Québec contre Chicoutimi le 9 mars 2011. Premier affrontement dans un match de la LHJMQ entre Patrick Roy, entraîneur-chef des Remparts, et Guy Carbonneau, entraîneur-chef des Saguenayens de Chicoutimi. Alors, ce sont des petits souvenirs comme ça que j'aime rappeler en fin d'émission. Voilà, donc c'est complet. Je remercie à nouveau mes invités, Gilles Courteau de Ligue junior major du Québec, Mario Durocher du Titan d'Acadie Bathurst et Alex Belzile du Rocket de Laval. Merci à Félix Pailly à la technique, Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche. Au nom de toute l'équipe, donc Stéphane Leroux qui vous dit à lundi prochain. Bye bye, bonne semaine.